Le podcast de Martin et Tony, une présentation de Mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité. Bonjour et bienvenue au podcast de Faites vos jeux. Martin Lemay, Tony Marinero, comment vas-tu? Ça va très bien. Toute une fin de semaine de sport, Martin. Ouais, c'est drôle parce que les Canadiens n'ont pas joué, mais c'est quand même en fin de semaine. Là. Gros dimanche de foot avec des matchs extraordinaires à regarder. La boxe qui a eu lieu samedi également. On va commencer avec ça, justement, la boxe qui a commencé avec Joshua, mais on va y revenir. Allons-y tout de suite avec le local, David Lemieux, qui a trouvé ça dur, faire le saut d'une catégorie de poids. Écoute, c'est pas facile, hein? Mais tu sais, il a trouvé ça dur, mais lui, David, il a beaucoup de misère à se rendre à faire le poids à 160. Alors, on l'a vu la dernière fois, on parlait même que sa santé était vraiment en danger. Il avait l'air vraiment, vraiment malade. Il était hospitalisé. Donc, à ce moment-là, David, j'ai parlé avec Camille Stéphane. Il me dit, Tony, on a essayé plusieurs nutritionnistes, puis il était hospitalisé. Donc, peut-être maintenant, on a trouvé la bonne méthode, mais si ça ne fonctionne pas pour David Lemieux à 160, puis si ça affecte sa santé, puis s'il a été à l'hôpital, c'est 168 ou rien. Il n'y a pas vraiment d'autre choix. Là. Le premier match, lui-même, il a dit qu'il était totalement insatisfait de ce match-là. S'est fait brasser solidement en début de match. Oui. A fini par l'emporter par décision, mais même Marc Ramsey a dit qu'il l'avait, excusez-moi le terme, il l'avait rempli, il l'avait bullshité pour lui dire qu'il était en retard parce qu'il avait besoin non seulement qu'il gagne des ronds, mais essayer peut-être le KO dans le cas de David Lemieux, qui de toute façon espérait connecter le plus tôt possible avec son adversaire. Pour David Lemieux, c'est ça. Là. David Lemieux a une force de frappe extraordinaire. Est-ce que c'est d'affronter le même adversaire avant d'affronter les gros du 168 ou en affronter un autre pour voir autre chose? Mais une chose est sûre, David Lemieux ne peut pas dire « je suis prêt pour aller voir les plus gros du 168 ». Il se doit de faire peut-être même deux autres combats en préparation avant d'aller challenger les plus forts. Puis c'est inquiétant de le voir être knocké. C'est pas une deux de pique, l'autre gars, là. Mais c'est inquiétant de le voir être knocké au premier round, puis knocké encore en cinquième round. Évidemment, on peut parler de sa force de caractère parce qu'il est revenu, puis en sixième round, c'est lui qui a knocké Bersac. Mais écoute, décision partagée des juges. Ce combat-là a l'air, a lieu en Europe ou en Russie ou en Ukraine. Pas sûr que c'est lui qui gagne. Pas sûr que c'est lui qui gagne. Là. OK. Anthony Joshua, un peu plus tôt dans l'après-midi. Tu sais, la prédiction sûre il fallait prendre Anthony Joshua. Oui. Mais est-ce que son adversaire pouvait encore causer la surprise? On a tous dit au show vendredi, non, Joshua va l'emporter, etc. Puis c'est ce qui est arrivé. Facilement, à part de ça. C'est plate. Et disons, c'était plate, mais lui, il n'avait pas pensé au spectacle parce que Anthony Joshua, là, il va vendre quand même, il va vendre des billets quand même. Il en a déjà vendu beaucoup dans le passé, il a déjà fait beaucoup d'argent. Lui, pour sa carrière, là, il fallait vraiment penser à battre Ruiz, là, parce qu'une autre défaite contre Ruiz, et là, tu t'en vas où exactement? Tu n'as pas de combat contre Tyson Fury, tu n'as pas de combat contre Deontay Wilder, tu n'as pas de combat contre Andy Ruiz si jamais Ruiz te bat deux fois. Puis s'il te bat à 284 livres à part de ça, mais il s'est battu vraiment, c'était vraiment un combat cérébral. J'ai regardé ce combat-là. Il était très intelligent. On a parlé qu'il fallait utiliser son jab et danser dans le ring. Il fallait vraiment se garder à distance parce que qu'est-ce que Ruiz voulait, évidemment, c'est que Joshua rentre à l'intérieur. Échanger avec. Puis là, il utilise sa force, puis il y a tout on dit que les mains, Ruiz a des mains plus rapides que Joshua. Donc, en échangeant, il aurait réussi à avoir le dessus sur Joshua. Joshua n'a jamais été en danger. Tu voyais la frustration, la dernière ronde, là. Ruiz, à 30 secondes de la fin, il a dit à Joshua, il dit, rentre, let's go, on se bat. Puis tu vois, Joshua, lui, était avant. Il avait gagné toutes les rondes, puis il était en train de rire. Puis il a fait sa petite danse dans le ring. Et c'est lui le champion, et c'est lui qui ramasse les ceintures. Oui, pour la deuxième fois. Puis là, on va... Tu sais,
là, on parle peut-être d'un troisième combat contre Ruiz, parce que Ruiz, à la fin du combat, il a dit, écoute, je me suis laissé aller, mais je pensais aussi que si j'aurais mis encore un peu plus de poids, que mes coups de poing auraient encore plus de puissance. Mais écoute, moi, je n'étais pas avec lui, je peux pas savoir, mais ça a l'air d'une histoire d'un gars qui gagne le championnat. Il se fait dire par tout le monde qu'il est beau, puis c'est le meilleur. Ah, il paraît qu'il est parti sur une rumba. Oui, il prend pas son entraînement au sérieux, puis c'est comme ça qu'il a mis son poids, puis c'était pas une bonne idée. Là. OK. Parlons foot, Tony. Oui. Les 49ers et les Saints, c'était un match que j'ai regardé du début à la fin. Puis c'est drôle qu'on parle de boxe. Drew Brees, il disait que c'était comme deux heavyweights qui s'envoyaient des bombes en pleine face. J'ai vu ça. Il dit que c'était tough. J'ai vu également en entrevue le receveur de passe, l'ancien des Broncos, Sanders, qui est arrivé, qui a dit « Je suis exténué ». Tout un match de football. Et sais-tu quoi? Je m'attendais à ce que les Niners pilent d'en face des Saints. Quand ils ont couru, ils l'ont fait. Mais c'est avec la passe et les grands jeux des deux côtés qui ont fait que ce match-là était si divertissant. 8 touchés en première demi, contre seulement 4 passes non complétées dans toute la première demi. C'est un match pour les corps arrière. Il me semble qu'ils ont des chiffres presque identiques, 343 verges ou quelque chose comme ça. Ouais. Si ma mémoire est bonne ou quelque chose comme ça. Mais il y en a un qui a lancé 4 touchés, puis il y en a l'autre qui a lancé 5 touchés. Puis c'était un match pour les corps arrière. Garoppolo était fantastique. Drew Brees était fantastique. Les deux, on avait choisi les 49ers. Hein? Ouais. Et quand les Saints ont pris l'avance dans le match, là, à 1 minute de la fin, je dois dire, là, le travail qu'on fait ici à Faites vos jeux, j'étais tellement déçu parce que je voulais tellement qu'on gagne ce match-là. Parce qu'évidemment, on parlait d'un des plus grosses... 2 équipes de 10 victoires puis 2 défaites qui s'affrontaient. C'était vraiment un des matchs de la fin de semaine. Donc, je voulais vraiment qu'on aille dessus dans ce match-là, mais c'était le match typique que la dernière équipe à avoir le ballon dans leurs mains allait gagner le match. Puis on parle des fois, tu sais, on se demande si New Orleans, à 1 minute de la fin, ils ont marqué comme genre trop vite. Évidemment, tu dois prendre des points. Il faut que tu les arrêtes. Il faut que tu les arrêtes, puis ils l'ont pas arrêté. Exactement. Moi, je pense pas que j'achète pas cette théorie-là de trop vite. Tu fais tes points quand ils sont là. Et c'est à ta défense de répondre. Mais regarde, cette passe de Garoppolo à son tight end qui non seulement a couru sur une quarantaine de verges, mais qui a en plus fait prendre une pénalité pour face mask. Face mask. Je parle bien sûr de George Kittle qui était fort comme un train là-dessus. C'est ça qui a changé la partie à partir de là. Mais bref, c'est un match que tu vas voir. Tantôt, tu parlais des statistiques. Je t'allais voir. C'est 349 verges des deux côtés. C'est 5 pour Drew Brees et 4 et 1 pour Garoppolo. Mais son 1, il faut juste savoir que c'était dans les mains de son receveur de passe qu'il l'a popé dans les airs, qu'il est tombé dans les mains du joueur des Saints. Bref, c'était excellent. Au niveau de la course... Kittle est vraiment un monstre. Hein? C'est un monstre. C'est que tu ne peux pas arrêter ce gars-là. C'est une force de la nature. Exactement. C'est incroyable. Ils ont un porteur, Mostert, qui a ramassé 69 verges par la course. Breda, 54 verges par la course. Tout un match. Le meilleur match de football qu'on a vu à date cette saison. On a dit ça une couple de fois à date cette année. Je trouve que l'autre était lequel? Je m'en souviens, il y en avait un autre qui était bon. À chaque semaine, j'ai l'impression que... Le match de Seahawks, me semble. Les Seahawks, il y avait un match des Seahawks, on avait vu un. Je sais que c'est pas Ravens-Niners parce qu'il y avait de la pluie. On avait été un peu déçus. Mais... Le match était 27. Lui, n'était pas vraiment le meilleur. Oui, mais non, il y a eu des bons matchs encore une fois. Hier, si on revient aux autres matchs, dans la NFL, lequel qui t'a le plus surpris? Là? Il y a les Falcons qui est dans la catégorie surprise qui ont battu les Panthers, mais on se fout un peu des deux équipes qui ne feront pas les séries. Les Broncos qui ont battu les Texans. Il y a également les Buccaneers, malgré Winston, il est capable du meilleur comme du pire. Oui, il est tellement excitant ce gars-là. Pour moi, le deuxième joueur, oui, c'est vrai qu'il manque de constance, là, oui. Mais au niveau entertainment, moi, je l'ai juste en arrière de Lamar Jackson. C'est pas ton collègue Sean Starr qui a écrit ça sur Twitter? Oui, il a écrit ça, puis moi, je suis d'accord avec lui. Si c'est pas le deuxième, c'est le troisième, mais pour moi, il fait partie de cette liste-là. Les Chiefs contre les Pats, ben, on devrait dire les Chiefs, c'est les arbitres contre les Pats. Oui. Et les Rams contre les Seahawks. Quel match t'as le plus surpris? OK. Pour répondre à ta question, parce que j'aimerais bien ça parler de tous les matchs, mais pour moi, le match qui m'a le plus surpris, après que les Texans ont battu les Patriots, la façon dont on les a battus il y a quelques semaines, pour perdre à la maison contre un corps arrière recru et contre les Broncos, moi, je suis très surpris. Drew Lock, 2 semaines de suite, là, 2 victoires.
Écoute, il m'impressionne, ce gars-là. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il est sorti, lui. Mais ça, c'est toute une victoire. Me semble qu'il y avait 3 touchés dans... C'était quoi? 3 touchés dans le premier quart, il a fini quoi? La première demi, il a fini 31-0, me semble. Et la défensive des Broncos qui fait... Ou 31-3. 31-3 la première demi. C'est incroyable. Ils ont démoli les Texans. Mais les Texans, toi, tu parlais avant des Falcons du meilleur comme du pire, ou Winston du meilleur comme du pire. Qu'est-ce qui se passe avec les Texans? C'est incroyable. C'est la même chose. Puis le pire, c'est qu'on parle de s'il était capable de rentrer en séries éliminatoires, peut-être que J.J. Watt pourrait revenir. C'est ce qu'on disait Puis ils ont toute une attaque, mais l'attaque n'était pas là en fin de semaine. C'était vraiment pas là. Ils doivent faire attention, eux autres, parce que les Titans s'en viennent. Hein? Oui, non, tu as raison. Oui, puis Tannehill. Oui. Grosse victoire des Titans. Il me semble que les Titans sont à un demi-match. J'aurais pas mis beaucoup d'argent sur les Titans, non. J'aurais pas mis beaucoup d'argent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rentrer quand même, parce que, évidemment, les Texans peuvent garder leur avance. Et aussi le fait que pour le wild card, tu as Buffalo déjà qui va avoir un poste de wild card. Puis tu as les Steelers, qu'eux autres, ils ne perdent pas. Oui, les Titans et les Texans qui ont la même fiche. 8 victoires, 5 défaites. Donc, c'est vraiment la fiche à l'intérieur de la division qui fait la différence. Sauf que les Titans sont sur une série de 4 victoires dessus. Wow. Moi, le match, c'est Chiefs. Ils vont s'affronter 2 fois, me semble, d'ici la fin de la saison. Oui, je vais te le dire. Ouais. Ces 2 équipes-là. Normalement, ouais, tu te rends compte à la fin de la saison, tout le monde s'affronte. Moi, le match qui m'a surpris, Chiefs-Pats. Je t'explique pourquoi. Pourquoi? En Nouvelle-Angleterre. Oui. 2, les Chiefs, c'est pas une grande défensive. Donc, pour l'attaque anémique présentement des Pats, je ne voyais pas de problème là. OK. Et moi, j'enregistre toujours 3 matchs. Le football, je regarde ça enregistrer. J'ai enregistré les 3 matchs qu'il y avait à RDS hier. J'ai enregistré celui de 13h qui était le superbe match qu'on a parlé tantôt, Niners contre les Saints. Oui. J'ai enregistré les Chiefs contre les Pats et j'ai enregistré Seahawks-Rams. OK. Les Chiefs, tout repose pour moi sur Patrick Mahomes. Oui. Et les Patriots étaient prêts pour ça. Les Patriots ont donné ce qu'ils avaient à donner défensivement. Sont fait voler un toucher défensif, entre autres, sur les unités spéciales. Ça, oui. Se sont fait voler un toucher sur quand on fait échapper le ballon à Kelsey. Qui est pas, on parlait de bon tight end tantôt. Kelsey, c'est un des excellents dans la ligue. Fait que quand ces choses-là arrivent, il faut que tu sois capable de capitaliser. Mais regarde, Tom Brady, sachant dans quelle division il est, sachant, ayant l'expérience, a dit que ça n'arrive pas souvent. On va dealer avec parce qu'il avait par la suite marqué un toucher, mais on a dit que le joueur est à l'extérieur et n'a pas pu reprendre son temps d'arrêt pour puis c'était un touché. Le challenge. C'était un touché. Puis, écoute, avec un peu de chance et quelques calls des arbitres, des bons calls, les Patriots auraient pu gagner ce match-là. Mais écoute, depuis quelques semaines, le fait qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de joueurs au poste de receveur de passe. Je regardais moi aussi le match à RDS hier, puis Pierre Vercheval disait ça se peut pas. Ça se peut pas que Tom Brady ne peut pas avoir un receveur de passe qui ne va pas échapper le ballon. Il me semble que dans cette équipe-là, tu as juste... le pire, c'est qu'au début de l'année, on disait qu'il était très fort au poste de receveur de passe parce que Antonio Brown venait d'arriver, il y avait encore Josh Gordon qui était là. Et là, c'est parce que et Gordon et Brown sont partis et les autres, les suivants, à part Edelman, sont blessés. Oui. Mais quand même, tout un match, puis toute une performance de Patrick Mahomes, puis toute une performance des Chiefs dans la dernière minute aussi, parce que tu as un possible remontée des Patriots, puis Tom Brady, puis c'est pas facile, mais écoute... Je dois juste te donner la cédule, l'horaire des 2 équipes. Les Titans, bien sûr, ils affrontent les Texans 2 fois. Oui. Et les Saints, oups. OK. Tandis que les Texans, eux, vont affronter les Titans 2 fois et les Buccaneers. Et voilà. Je pense que les Texans ont peut-être un meilleur calendrier. Oui, c'est sûr. Qu'avec les T'es mieux avec les Bucks qu'avec les Saints. Mais ça va dépendre des matchs entre Houston et Titans. C'est vraiment là que ça va jouer. La façon dont les Titans jouent, sont capables de gagner les 2 matchs contre les Texans, mais je ne gagerais pas là-dessus. Ça va. Tannehill, mets-tu ton argent sur Tannehill? Oui. Hey, on finit ça avec le Canadien de Montréal qui joue 2 matchs en 2 soirs. Mardi contre les Pingouins à Pittsburgh et on revient à Montréal pour affronter les Sénateurs d'Ottawa. Certainement Carey Price qui va jouer à Pittsburgh. Claude n'a pas voulu le confirmer tantôt en français, mais en anglais, on lui a demandé tu vas-tu jouer les 2 gardiens de but? Il a dit ça va dépendre
des performances. Fait que, il ne va pas commencer avec Primo, puis selon sa performance. Fait que, à mot couvert, il a dit qu'il allait commencer avec Price, puis selon les performances, voir pour le back-to-back. Puis, écoute, sa stratégie, là, il l'a faite plusieurs reprises cette année. Il dit ça dépend de la performance, ça dépend le volume de travail. Hein? Si les Penguins sont 17 lancés au but, puis c'est un blanchage pour Carey Price, il va revenir avec Carey Price mercredi contre les Sénateurs. Écoute, moi, je pense que il va revenir avec... On va voir comment va aller le match, mais je pense que les Penguins jouent bien en ce moment. Ça a été un bon match. Puis je pense qu'il va revenir avec Kaden Primo mercredi contre les Sénateurs. Qui gagne? Qui gagne? Difficile. Moi, je vais y aller avec une défaite à Pittsburgh puis une victoire contre les Sénateurs. Les Sénateurs qui ne seront pas sur un back-to-back parce qu'eux vont jouer ce soir sur les ondes de RDS lundi. Ouais. À l'heure où on enregistre cette balado. Donc, eux ne seront pas sur un back-to-back. Le Canadien le sera. Moi, je m'attends également à voir Kaden Primo contre les Sénateurs d'Ottawa, à voir Price contre les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins qui sont décimés par des blessures. Le beau Galchenyuk qui est rendu sa 4e ligne. Tu vas y aller avec les 2 victoires de nouveau. Tony, tous les fois qu'on est là, à un moment donné, tu vas comprendre. Je te dis toujours victoire pour Canadien. Comme ça m'enlève. Wow. Ben, les mots de tête. Moi, je vais aller avec défaite en fusillade. Pour vrai? À Pittsburgh, victoire contre Ottawa. Tu as regardé l'alignement des Penguins? Oui, j'ai regardé. T'as Gensel qui joue avec Ross P. Malkin sur le premier trio. T'as Galchenyuk qui est rendu 4e trio. C'est pas fort. McCann, Dominic Kahn et Brendan Tanev sur la 2e ligne. Oui. Et Aston Reese avec Teddy Bluger et Dominic Simon. Oui. Mais as-tu vu les performances qu'ils ont dans les buts en ce moment? Tristan Jarry? Ça vient plus souvent de Tristan Jarry que de Matt Murray. Oui. Il joue très bien en ce moment. Écoute, dans la dernière semaine, il y a eu quoi? 2 blanchages? Mais c'est 2 poids, 2 mesures présentement. Matt Murray avait connu un bon début de saison, un bon camp d'entraînement. Ouais. Il doit se ressaisir. Puis en défensive également, c'est très mince. Il y a le jeune John Marino qui joue très bien présentement. Ouais. Il était avec le temps sur une première paire. Jack Johnson avec Justin Scholes et Marcus Peterson avec Chad Woodwell. Écoute, c'est sûr que c'est une belle opportunité parce que tu affrontes une équipe des Penguins qui vont être sans les services de Bukestad, Crosby et Hornquist. Puis, tu sais, tu as juste vraiment un trio à surveiller. Ouais, ben, c'est ce que les Canadiens vont essayer de faire, d'avoir Shea Weber à chaque fois que Malkin sera sur la glace. C'est ce que je ferais, puis c'est là-dessus que je me baserais. Tu sais, étant donné que tu n'as pas cette deuxième vague, là, tu sais, je veux dire, à Boston, tu as quand même Krejci qui peut embarquer sa patinoire avec Louis DeBrus, mais tu n'as pas ça là, présentement avec les Penguins de Pittsburgh. Fait que je m'entêterais à jouer Weber et Sherrod contre avec Malkin, puis le reste, ben, j'espérais pour lui. C'est quand la dernière fois que le Canadien a gagné 2 matchs de suite? Oh, je sais pas. C'est pour ça que je ne peux pas y aller avec eux autres. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait? C'est que c'était une défaite à Boston. C'était une victoire contre les Islanders. C'était une défaite contre Colorado. C'était une victoire contre les Rangers. Je vais aller avec défaite contre Pittsburgh et victoire contre Ottawa. Bon, ben, c'est là que ça change, mon Tony. Façon de voir les choses. Je vais faire comme toi. Merci beaucoup d'avoir été là. On se rejoint vendredi avec François-Étienne Corbin. Bye-bye. Le podcast de Martin et Tony, une présentation de Mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité.